bienvenue. Alors je vais re-bienvenue et bienvenue. Donc l'idée de la table ronde, c'était de voir aussi comment à plusieurs là, sur ce moment un petit peu ensemble, on pouvait faire un peu mouvement, hein, se mettre d'accord sur quelques principes de ce que peut être l'écologie du soin, avec l'idée que les 1000 professionnels présents dans cette salle sont des militants de cette question. Surtout sur la question aussi, on en a parlé tout à l'heure, la question du regard que l'on connaît bien dans nos structures. Alors je vais me permettre de présenter les quelques personnes que je n'ai pas encore présentées. Marianne Monchamp. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le président d'ISLI l'a dit, vous êtes directrice générale de l'OSIRP et votre parcours est riche d'engagement. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en tant que femme politique, vous avez été députée, secrétaire d'État aux personnes handicapées et aux solidarités, ainsi que présidente de la CNSA. Aujourd'hui, vous dirigez l'OSIRP, qui est une union. La tarte au sucre est passée par là. Je digère les tartes au sucre. Donc vous dirigez l'OSIRP, qui est une union d'institutions de prévoyance non lucrative, hein, à vocation sociale. Et j'ai lu que vous étiez engagé dans la protection sociale contemporaine, avec notamment une mission affichée de soutenir l'autonomie de vos bénéficiaires et plus généralement l'affirmation de la citoyenneté. Alors je passe ensuite à Madame Béatrice Lefrançois. Donc nous, on s'est entretenu. Vous êtes secrétaire générale de l'UNICEF France. Et à ce titre, votre vision sur l'enfant et de son écosystème nous aidera à adopter une approche un peu plus globale de ce que l'on a actuellement ici sur le secteur de la région. Roland d'Isly, président de l'AIRE, professeur Fleury et professeur Swetton. Voilà. Alors, il y aura donc, je ne sais pas si Cathy avait fait un petit rappel, mais je pense qu'elle vous l'avait signifié qu'il allait y avoir des questions à l'issue de cette table ronde. Et je voudrais commencer par vous, si ça ne vous dérange pas, si vous le permettez, Madame Monchamp. J'aimerais vous entendre sur le thème qui a été choisi par les collègues du Nord. Ils avaient envie de parler de soins. Vous avez été de nombreuses fois aux côtés de l'AIRE. On l'a vu dans le discours d'accueil du président, notamment sur la transformation des établissements, de l'approche écologique du soin, sur une réponse écosystémique aux besoins et attentes des personnes accompagnées. Alors, pourriez-vous partager votre vision de l'écologie du soin et comment elle se traduit par un engagement commun? Alors, merci beaucoup. Déjà, quand vous dites que vous voulez m'entendre, c'est très ambitieux parce que, peut-être le remarquez-vous, j'ai un peu la grippe, mais je ne voulais pour rien au monde manquer les 28e journées de l'AIRE. Donc je présente des excuses au public pour cette voix d'outre-tombe, mais ce n'est pas ce qui va m'empêcher de vous dire ce que j'ai en tête quand avec vous nous parlons d'écologie du soin. En fait, c'est une histoire qui a commencé un jour dans des échanges avec Roland et avec l'équipe de l'AIRE. Et je dois dire que dans ses réflexions, dans ses travaux, et dans un échange que Cynthia, déjà à l'époque, avait bien voulu accepter, était surgi assez spontanément, à partir de l'idée du climat de soins, cette espèce de métaphore que Sophie Wharton vous avez tout à l'heure reprise, et qui permet au fond de se dire que les enjeux en matière de santé et plus généralement de protection sociale ne peuvent pas subir cette vision cloisonnée, disciplinaire, normative que les politiques publiques lui infligent. Et à partir du moment où on appréhende à l'air toute la portée institutionnalisante et instituante de la notion de dispositif, on est déjà au tout début d'une compréhension de cet enjeu de transversalité, de coopération, d'éthique, de décloisonnement et d'obsession pour la fabrique, la production d'une réponse qui ne cherche pas à traiter un problème qui serait celui de la personne, du jeune, dont on aurait pu dire que ça n'allait décidément pas pour lui, mais bien plutôt à partir de cette acceptation de sa spécificité, de sa différence et de ce qu'il est capable de renvoyer, de suggérer qu'à plusieurs,
dans une approche éthique, transversale, coopérative, capacitante, je crois qu'on peut le dire, on peut produire une évolution de nature à permettre un rétablissement. Pas le rétablissement, parce qu'il n'y a pas de notion d'absolu dans la notion de rétablissement, mais un processus de rétablissement et un processus capacitant. Et en poussant le fil un peu loin de la réflexion, on a bien pu montrer qu'en réalité, prendre la personne isolément, la disjoindre de ce qui fonde sa citoyenneté, est un véritable risque dans une approche du prendre soin. Le remettre dans ce que nous avons appelé un écosystème, c'est-à-dire un lieu d'échange et de réciprocité, dans lequel il a un rôle fondamental à jouer, en étant parfois même le chef de file, celui qui va nous tirer par la manche et va nous indiquer, nous donner les clés de la réponse en prendre soin. C'est ça, au fond, ce fondement de l'approche écosystémique du soin. Mais je veux dire à ce moment-là de cet échange un peu pénible pour vos oreilles, c'est que c'est un propos politique. C'est un propos d'experts, c'est un propos, j'ai envie de dire, qui appelle l'étude, la recherche, la réflexion et qui appelle votre expertise, mais c'est un propos politique. Car aujourd'hui, notre système de santé est tout entier percuté par une vision datée et j'oserais dire archaïque d'une représentation du cure ou du cure plus care qui s'antagoniserait et qui ne permettrait pas de retrouver les fondements de cette approche raisonnée, raisonnable, soutenable en matière de santé publique au sens de l'OMS. Et j'ajoute que si l'on regarde, et je sais que certaines personnes dans la salle, j'en ai croisé tout à l'heure, l'ont fait, le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025, pardon d'utiliser des termes barbares dans ces lieux où on se projette, on se rend bien compte que l'étroitesse des financements est absolument aujourd'hui la preuve de la finitude d'un système qui doit impérativement se réinventer. Réinventer pour que les professionnels eux-mêmes retrouvent un sens aux soins. Cesser de ne se référer qu'à la tâche pour entrer dans une logique de l'œuvre qui valorise la tâche non comme une parcellisation de la réponse en prendre soin, mais comme une véritable capacité à redonner une valeur pleine et contributive à l'approche du prendre soin et faire que celui qui, au fond, est au tout début, à la fondation même de l'idée de soin, celui qui le demande, celui qui ne le demande pas, mais celui qui est au fond au centre de l'attention et de la bienveillance, soit un citoyen à part entière, capable d'orienter la réponse en prendre soin dans son propre intérêt. Et contrairement à ce que disent certains technocrates fâcheux, ça n'est pas une approche dispendieuse de la santé publique. C'est une approche raisonnable, raisonnée, économe. Pas plus tard qu'hier, et j'ai bientôt terminé, pas plus tard qu'hier, je travaillais avec des professionnels d'EHPAD. Et je leur ai proposé de se représenter la situation de leurs résidents différemment. Eux, professionnels qu'ils sont, ils pensent l'EHPAD, ils voient les murs, ils voient les process, ils voient les interactions et ils font de leur mieux. Mais dès lors qu'on pense que chaque résident est le chef de file d'un tout petit écosystème fragile, qui, additionné aux autres écosystèmes, constitue une institution, alors on peut imaginer que la processisation qu'impose la norme aujourd'hui et les codes qui s'imposent à ces professionnels soient en quelque sorte élargis, desserrés, pour permettre des modes d'interprétation, des libertés d'action qui seront économes, économiques, écologiques, y compris de la dépense en soins. Et vous voulez que je vous dise le fond de mon sentiment? Nous n'avons plus le choix. Nous sommes aujourd'hui confrontés
à la nécessité non pas d'antagoniser les modèles en disant « avant c'était nul et voilà ce que nous proposons », c'est pas ça, mais à faire coexister ces visions pour que politiquement, éthiquement et en citoyenneté, on arrive effectivement à transformer, j'oserais dire réparer l'avenir, car aujourd'hui, les grands déterminants, les transitions dont tu parlais tout à l'heure, Cynthia, auxquelles j'ajouterai la transition démographique, ne permettent pas le statu quo. Voilà ce que j'ai eu envie de vous dire. L'AIRE n'est pas seule. Ce n'est pas parce que vous êtes les chefs de file et les précurseurs qu'il n'y a pas ailleurs dans d'autres disciplines. La santé mentale, vous connaissez par cœur, mais l'accompagnement de la personne âgée, l'accompagnement de la très petite enfance au sein des CAMSP, les maladies rares, l'oncologie, on en parlait tout à l'heure, Cynthia. L'ensemble de ces professionnels qui agissent aujourd'hui et qui ont la conviction que par une approche écologique du soin, on peut faire bouger le modèle, ils sont avec vous des militants de la cause de l'écologie du soin. Vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. Une réaction, professeur Fleury, peut-être, puisqu'on a parlé aussi de coûts indirects. Je me souviens qu'on avait discuté sur les coûts encore plus indirects du non-soin ou de la non-prise en charge de la vulnérabilité. Je vous laisse intervenir. Oui, non, mais c'est un des vrais sujets. Le sujet, il est double. Alors, on en parlait d'ailleurs pendant l'intervalle là. Parce que c'est un sujet qui renvoie aussi à notre part de négociation avec le monde ou avec l'entrisme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que logiquement, de parler de coûts évités, de coûts économiques, on voit très très bien qu'on cherche aussi à négocier avec l'ordre ambiant pour lui prouver d'une certaine manière que nous serions, nous les humanités médicales, plus profitables que l'inverse. Et donc c'est jamais simple ça, puisque c'est pas ça, bien évidemment, l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi aujourd'hui de comprendre que nos logiques de profit délirantes et déraisonnables ne tiennent pas la route. Okay, et que la question du temps long, de la pérennisation, etc., elle est clé. Il n'empêche que, oui, et on était ensemble avec Marianne au village landais, pour ne citer que cet exemple, mais donc le village landais, qu'on connaît, le village landais Alzheimer, qui est une expérimentation et qui essaye donc, indicateur à la pluie, puisque maintenant il y a une équipe de l'INSERM qui est reliée au village landais pour justement donner des indicateurs du bienfait de ce dispositif différent. Alors je vous donne des exemples, donc ça peut être sur tout simplement le nombre de chutes ou pas, le fait d'éviter telle ou telle complication des chutes, parce que non seulement il y a entre guillemets éventuellement moins de chutes pour X et X raisons, mais il y a souvent aussi, s'il y a autant de chutes, des chutes qui sont beaucoup moins graves. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une déambulation, un autre type d'autonomisation du sujet, etc. C'est la question du turnover des équipes. Pas simple, mais là aussi avec une clinique du burn-out des équipes qui n'est pas au même endroit. C'est le fait que le centre de santé communautaire intégré, au départ dédié uniquement aux patients, en fait est devenu un centre totalement ouvert, accueillant l'extérieur. Et donc, on parlait tout à l'heure de cette question de l'accès pour tous, à un soin de qualité, en fait, c'est quelque chose qui sert à l'ensemble du village et pas que aux villageois du village Alzheimer, etc., etc., etc. Et donc, tout notre enjeu, c'est aussi de produire des indicateurs, de parler à un langage commun, à la fois de déconstruire ce langage-là et en même temps aussi de démontrer que oui, il y a des coûts évités. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça nous coûte extrêmement cher, et ça nous coûtera d'autant plus cher demain, de ne pas avoir les humanités en santé qui co-designent tous nos process
dès le départ. Donc, et ça, si on ne le prouve pas grâce aux sciences humaines et sociales et grâce à l'économie de la santé, etc. Hein, nous, là, par exemple, on candidate à un AO, il y a un appel d'offres qui est l'appel d'offres prévention, je crois. Enfin, je ne sais plus qu'est-ce qui est en ce moment dans les fourches des institutions. Et de fait, on a acculé à notre petite cohorte un économiste de la santé pour penser les indicateurs des coûts évités de l'absence des humanités médicales. Bon, voilà. Donc j'ai bien conscience, si vous voulez, de ce jeu complexe avec l'adversaire, et en même temps, ça me paraît absolument déterminant d'aussi user de ces façons de faire, méthodologiquement parlant. Professeur Swatton, voulez-vous réagir? Puisqu'on a parlé, j'ai entendu professeur Fleury parler de temps long. Est-ce que vous pensez qu'on a encore suffisamment de temps? Alors le temps n'est pas extensible toujours. Il y a un temps politique, un temps économique, un temps de l'anthropocène, un temps géologique qui n'est évidemment pas le même. Donc la Terre se remettra parfaitement, quoi qu'on en dise, de notre action au bout d'un certain temps. Mais nous n'avons pas le temps. Voilà. Donc si nous sommes une expérimentation de la nature, il se pourrait que nous puissions être éjectés un peu plus rapidement de la scène que prévu peut-être. Je trouve donc la question des coûts très intéressante et du temps parce que pour moi c'est pas ou, c'est et. Et cette entrée par les coûts, elle est intéressante pour parler, pour des plaidoyers, pour montrer que ça coûte moins cher dans un temps limité extrêmement court d'agir tout de suite que de prendre le risque de ne plus avoir le temps de rien faire. Donc le temps long peut être aussi intégré pour justifier une urgence à agir rapidement. Donc voilà, des mesures peuvent être prises très rapidement, de soutien à ce qui existe aussi, ça c'est dans des éléments de langage aussi importants, de ne pas être, moi qui suis aussi activiste, j'ai arrêté d'être contre, mais d'être pour. Déjà c'est fatigant d'être toujours contre, mais de mettre l'accent sur ce qui fonctionne et d'essayer d'amplifier, d'avoir des caisses de résonance qui sont pas mal aussi avec l'écologie du soin. Donc partir des îlots, comme voilà, on l'a vu avec ce que Cynthia Fleury disait tout à l'heure sur des expérimentations concrètes, parce que le cerveau a besoin d'images. On a besoin d'avoir du concret aussi, pas que des chiffres ou des choses qui ne vont pas. Donc je pense que ces deux niveaux, le temps long, bien sûr, il est celui de la survie de l'espèce humaine. Donc on est sur un temps très long, hein, géologiquement parlant, mais aussi en tant qu'espèce. Mais pour que ce temps long et que notre cerveau arrive à l'intégrer, parce que le mammouth, on a besoin de l'avoir dans le rétroviseur, même si on a vélo, mais l'avoir assez rapidement pour pouvoir agir, il doit nous permettre de justifier une urgence aujourd'hui. Et les arguments win-win, quoi qu'on en dise, peuvent être intéressants pour dire que les entreprises, c'est plutôt aussi mon monde aussi, le milieu économique, ont intérêt à investir tout de suite pour ne pas disparaître demain. Donc on pourrait dire que c'est du cynisme, peut-être, certes, mais c'est où elles disparaissent, où elles prennent en compte des limites planétaires. Donc c'est comment faire mieux avec moins. C'est comme ça que ça se produit. Alors j'aime bien la métaphore de la pizza sur le long terme. Tu ne peux pas faire de plus en plus de pizza sans mettre des ingrédients qui sont comme les ressources naturelles, l'origan, la tomate, ou alors ça risque d'être un peu dégoûtant, la pizza. Voilà. Donc le PIB, c'est pareil, la croissance, c'est pareil. Donc pour qu'on puisse manger sur du long terme, il est important maintenant d'être dans une optique déjà limitée des ressources sur un court-termisme permettant de mettre en place des actions immédiates. Alors, président d'ISLI, faire mieux avec moins, est-ce que ce n'est pas un leitmotiv des établissements ? Je ne vais pas répondre à cette question, en fait. Je ne vais pas répondre à cette question parce que moi, je suis assez touché par l'intervention de Ryan et Maxime. Je pense que c'est le cas de tout le monde, et notamment par la teneur de leurs paroles. C'est aussi la chanson qu'on a entendue tout à l'heure dans Les Gamins d'ITEP. Notre travail, nous, c'est de faire du lien avec des gamins qui ont du mal à le faire. C'est-à-dire quand les jeunes enfants, adolescents, jeunes majeurs arrivent chez nous, ils sont dans des incapacités de faire du lien, de tisser. Donc nous, notre boulot, c'est de faire ça, c'est de faire du lien. Et c'est de faire du lien sur le long terme. Moi, j'ai grand plaisir à être à côté de Marianne Monchamp, qui était là en 2010 à Caen. Voilà. Donc ce qui fait du bien aux enfants, c'est qu'on soit capable de faire du lien de qualité sur le long terme. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos réflexions, voilà,
on réfléchit depuis longtemps à comment améliorer l'accompagnement, parce que c'est notre boulot à nous, au-delà de réformer la société, c'est d'accompagner au mieux les jeunes qui nous sont confiés. Et ça passe par, effectivement, changer de posture et partir de leurs aspirations, de leurs besoins, de ce qu'ils sont capables de projeter, capables de force de réflexivité. Et on voit dans le rap qu'on a entendu tout ce travail de réflexivité sur qui je suis, comment je suis fait, comment je réagis. Et on a commencé à le réfléchir, puis à modifier un peu nos pratiques à l'interne. C'était comment on est passé des instituts de rééducation. Hein, c'était quand même des lieux où on mettait des gamins un peu à l'écart, en grand nombre, et qui donnaient quand même beaucoup de difficultés à se dire, bon, non, d'abord on veut réfléchir à comment on travaille avec eux. Et puis la notion de dispositif est venue concrétiser un petit peu ce renversement de posture. On sort de la logique d'établissement et on essaye de proposer des réponses et d'accompagner les pouvoirs publics dans le fait qu'on puisse donner ces réponses. Et on se rend compte que cette question du lien et du climat de soins et de cette question de la qualité des relations qu'on peut avoir sur long terme avec les gamins, qui était assez facile dans les institutions finalement, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'elles diffusent. Et c'est qu'elles diffusent, c'est qu'on pense les enfants quand ils ne sont pas là, qu'on pense les enfants quand ils sont à l'école, quand ils sont chez les collègues de la protection de l'enfance. Et tout ça, ça suppose, et on y a bossé l'année dernière, de travailler autour d'un environnement qui soit capacitant pour les enfants. Et je trouve que la question de l'écologie du soin, ou de prendre soin de l'écosystème, c'est pour rendre capacitant l'environnement. Et ça suppose aussi, bien sûr, qu'on prenne en compte toutes les dimensions de l'environnement. Voilà un peu. Je n'ai pas répondu à la question, mais c'est le truc que je voulais dire. On ne peut pas faire mieux avec moins, alors. Je me tourne vers vous, Madame Lefrançois, parce que on en a discuté. Comment l'UNICEF s'engage en faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes, et comment vous appréhendez l'écologie du soin? On a parlé aussi d'approche territoriale. Vous avez parlé aussi de gouvernance. Je me souviens quand on avait préparé cette table ronde, gouvernance des enfants, etc. Alors, merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier et remercier l'AIR pour cette invitation à participer à ces journées. C'est vrai qu'on peut se poser la question, que vient faire l'UNICEF ici, hein? En fait, depuis 2024, nous sommes partenaires avec l'AIR au sein d'une collaboration interassociative. Et tout à l'heure, vous avez dit le mot de plaidoyer. C'est vrai que une de nos missions principales en France, parce que nous avons des missions un petit peu différentes entre la France et l'international. En France, notre mission principale est bien sûr, au-delà de la collecte nécessaire pour que nous puissions tenir les promesses que nous faisons aux enfants dans le monde entier, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer autour d'une chose très simple. Alors ça a l'avantage d'être simple, ce n'est pas simpliste, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous sommes garants, et c'est notre mission principale, de l'effectivité de cette convention dans un pays comme la France qui est signataire. Ça veut dire que le droit à la santé, c'est au-delà d'être un enjeu de santé publique, enfin d'un enjeu de public, la santé, c'est un droit. Et c'est un droit qui est défini dans un article, qui est l'article 24 de la Convention internationale, et qui détermine l'enfant, le jeune, comme titulaire de droits, et l'État comme détenteur de devoirs. C'est-à-dire qu'un État qui est signataire, c'est le cas de la France depuis 1990, se doit de donner les moyens pour que tout enfant, quel que soit son statut, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son handicap, puisse avoir accès aux soins et à des soins de qualité. Donc ce que nous avons en commun, c'est de prendre soin, je dirais, des enfants. Nous prenons soin, je dirais, beaucoup moins directement que vous qui êtes au contact directement, et on l'a vu dans la création du lien. On s'occupe particulièrement de leurs droits. Alors, la santé mentale, c'est quelque chose qui est une préoccupation pour l'UNICEF internationale, parce que c'est une problématique mondiale depuis de nombreuses années et avant Covid. C'est vrai que les années Covid ont
ont révélé, exacerbé en fait la problématique, mais cette problématique de la santé mentale, elle était préexistante aux années Covid. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une accélération sans doute de cette problématique et le besoin véritablement d'agir sur la santé mentale. Aujourd'hui, on considère... alors, je voudrais dire qu'on parle souvent de ce qui ne va pas et on parle forcément dans ce qu'on exprime de ce qui n'est pas fait ou de ce qui reste à faire. C'est un peu le travail du plaidoyer, puisqu'en fait, on va aller chercher des améliorations. Maintenant, il faut bien reconnaître que la vision qu'on peut avoir à la fois de la situation qui va être la situation en France et la situation qu'on va aller comparer en République démocratique du Congo va être forcément complètement différente. C'est sûr que si on se regarde, on se désole, si on se compare, on se console. Notre travail, c'est d'agir ici et maintenant, donc dans la situation actuelle. Et c'est vrai que même en France, alors qu'il y a un accès aux soins qui est supérieur à celui qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays, il reste encore beaucoup d'améliorations à obtenir pour les enfants. Et aujourd'hui, on considère, et ce n'est pas nous qui le considérons, quand le rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a 1,6 million d'enfants qui auraient besoin d'être pris en charge et que 800 000 seulement le seraient véritablement, quand on sait que la plupart des troubles arrivent avant l'âge de 14 ans et que plus vite on va agir, plus vite on va être efficace, ce que nous essayons de faire au travers de nos plaidoyers, et qui sont des plaidoyers que nous faisons en interassociatif et en collaboratif, bien sûr, c'est de demander un certain nombre d'améliorations et de moyens. Parce qu'on peut avoir une grande cause, faire de la santé mentale une grande cause nationale, et on pense que c'est nécessaire et que c'est très bien, mais il faut que cette grande cause, elle soit adossée à des moyens et qu'elle ait la capacité véritablement à trouver sa concrétisation dans la prise en charge, et qu'on ne soit pas simplement dans une opération de communication. Donc en fait, le travail qu'on va faire, nous, c'est notre travail de plaidoyer, c'est celui que font nos équipes au niveau des institutions. Ça va être justement d'essayer de faire avancer avec les collectifs ces évolutions qui nous semblent nécessaires, même si, encore une fois, je le dis, on a des situations qui sont, de par le monde, bien plus graves. Mais cette santé, la problématique de la santé mentale, nous l'abordons, nous, depuis des années, parce que nous sommes aussi confrontés à des enfants qui sont dans des situations de stress, de conflits, que ce soit des conflits armés, que ce soit des catastrophes. Et donc, au-delà de leur apporter de l'eau, de la nourriture ou l'éducation, qui est pour nous, ce sont les briques de base, on va dire, l'apport psychosocial, enfin d'aide sur ces enfants est vital. C'est-à-dire que ce sont des enfants qu'il faut absolument prendre en charge. Je citerai un exemple, vous aviez parlé des points, des One Stop Center en République démocratique du Congo. Nous, on fait ce qu'on appelle on a des programmes de ce type, et on fait ce qu'on appelle des points bleus, des blue dots, dans toutes les zones de catastrophe ou de conflit. Ce sont des endroits où justement les enfants et les familles vont venir et vont trouver à cet endroit-là une prise en charge qui n'est pas la prise en charge de base, nourriture, eau, vaccination, etc., mais qui est une prise en charge sur le soutien psychosocial. Et aujourd'hui, pour vous donner juste un ordre d'idée, juste sur un pays comme l'Ukraine, j'ai pris les chiffres récemment, là, on a à peu près dans ces points, on est aujourd'hui sur pratiquement 2 millions d'enfants qui sont passés en Ukraine dans les points, dans ce qu'on appelle les points bleus. Donc ça... Des bonnes pratiques, des exemples de bonnes pratiques à l'étranger. Ce sont des bonnes pratiques, en tout cas, ce sont les meilleures pratiques qu'on ait trouvées aujourd'hui, voilà, avec les moyens qui sont les nôtres et ceux des collectifs, parce que l'UNICEF travaille en France avec des collectifs, mais travaille aussi à l'international avec d'autres associations. On ne travaille jamais seul, on travaille avec des associations, avec bien sûr des médecins, avec des équipes, etc. Mais c'est des pratiques indispensables parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que la situation de la santé mentale est une préoccupation mondiale, une préoccupation. Et en France, nous avons
un mandat qui n'est pas un mandat qui nous autorise à aller sur le terrain, comme nous le faisons à l'étranger, parce qu'en fait, nous sommes une agence onusienne et donc nous n'intervenons qu'à la demande des gouvernements, et le gouvernement français n'a pas cette demande-là en France, parce qu'il y a un certain nombre de services, et la preuve en est dans cette salle et dans les moyens qui sont mis dans un certain nombre de structures. Donc en France, nous sommes limités sur de l'action de plaidoyer, sur de l'action de sensibilisation. Donc nous travaillons beaucoup sur la déstigmatisation, parce que nous avons 5000 bénévoles en France, dont 3500 sont des jeunes. Alors des jeunes, on peut dire, comme tout à l'heure, les deux que nous avons vus, nous avons parmi nos jeunes des jeunes qui se sentent directement concernés par la problématique de la santé mentale. Ils font partie d'organes de gouvernance, et nous avons un Conseil national des jeunes qui a voulu, au moment des années Covid, travailler sur la santé mentale, et donc nous les avons accompagnés, nous leur avons donné les moyens de faire en fait une démarche pour aller vers d'autres jeunes, vers d'autres structures, et proposer des outils, proposer de la sensibilisation, proposer des podcasts, proposer simplement de chanter, de parler, d'exprimer les choses pour déstigmatiser la notion même de santé mentale, parce que ça nous paraît être la première étape, et ça renvoie aussi à un autre des droits fondamentaux, qui est le droit à la participation. Alors vous avez parlé du consentement, le droit à la participation, c'est le droit aussi, et c'est un droit fondamental de la Convention, et c'est un élément structurant de cette Convention internationale, c'est de donner la parole aux enfants et aux jeunes sur les choses qui les concernent. Alors bien sûr, cette parole, dans un certain nombre de cas, en fonction de la situation de l'enfant, elle devra être accompagnée, aidée, etc. Mais pour rejoindre votre question sur l'écologie du soin, nous ne sommes pas experts de la santé, nous sommes un peu plus experts des droits de l'enfant, mais pour nous, l'écologie du soin, c'est un soin qui est fait pour l'enfant, par l'enfant et avec l'enfant. Et donc, c'est pour ça que on pense que tous les travaux que vous faites, et tous les échanges et tout ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les interventions, pour nous, tout ça, c'est bénéfique. C'est-à-dire que ça va dans le sens de la prise en compte de l'enfant comme un acteur réel de son évolution, de son parcours. Et nous essayons d'avoir une prise en charge et de jouer avec l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que j'ai entendu que vous travaillez avec les écoles, etc. Nous avons, nous, un programme que nous avons mis en place et que nous avons lancé cette année, qui s'appelle l'École Amie des droits de l'enfant. Et nous avons un programme avec 300 villes en France qui s'appelle le programme Ville Amie des enfants, dans lequel nous engageons les villes à avoir une politique publique locale qui ait des axes de priorisation sur l'enfant, le bien-être de l'enfant dans tout son parcours, c'est-à-dire son continuum, c'est-à-dire bien sûr de la maison à l'école, sur le chemin de l'école, au square, au cinéma, à l'espace culturel, etc. Parce que pour nous, c'est un ensemble, et c'est le même enfant, mais qui est dans un parcours. Et c'est ce parcours qui doit, à chaque étape de ce parcours, prendre en compte la dimension de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour nous aussi, je pense que c'est un peu l'idée du parcours. Marianne Monchamp, vous voyez réagir ? Oui, parce que ce qui est très intéressant dans la présentation de l'action, et j'oserais dire du mode opératoire de l'UNICEF avec sa fonction de plaidoyer, c'est qu'en réalité, cela vient rappeler des fondamentaux que nous retrouvons et que nous évoquons ensemble dans le cadre de l'écologie du soin. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est fondateur de cette logique écosystémique dans laquelle, au fond, la personne, en l'occurrence l'enfant, le jeune, la personne qui a besoin et qui attend du soin sans parfois être en capacité de le formuler, va se trouver être non pas un objet de ce soin, mais une partie prenante à part entière, décisive et parfois même chef de file dans la réponse qu'on peut lui proposer.
la normativité dans notre représentation, en tout cas celle que nous essayons de partager à l'occasion de ces 28e journées, c'est précisément cela qui le fonde. Et je trouve important qu'à travers cette fonction de plaidoyer, ce soit en quelque sorte le substrat, si vous voulez, le présupposé que vous rendez accessible au plus grand nombre, parce que c'est sur la base de ce substrat qu'effectivement on va pouvoir ensuite développer des pratiques, sans doute différenciées, mais qui sont au cœur de notre acception de l'écologie du soin, avec des parties prenantes, et au premier rang de ces parties prenantes, la personne elle-même, qui n'est pas un objet ou un bénéficiaire de soins, mais qui doit être reconnue comme un citoyen à part entière, chef de file, en quelque sorte, agenceur, avec ceux qui l'accompagnent, d'une réponse écologique et écosystémique du soin. Alors, je vous entends là tous et toutes un peu, et une question que j'ai envie de vous poser à chacun, mais ça a l'air très très bien. Il faut convaincre qui ? Parce que vous avez dit que l'AIRE était précurseur, que là, il y avait tout un travail qui était engagé. A priori, voilà, vous travaillez là, sur ce projet depuis quelques années. Il faut convaincre qui pour quelque chose aussi bien ? Alors, je ne sais pas, qui veut prendre la parole ? Eh bien, il y a déjà... il faut se convaincre soi-même déjà que le boulot qu'on fait, il est bien. C'est important, voilà. Voilà. Et puis, il faut... Par exemple, le travail qu'on fait aujourd'hui sur valoriser l'activité des DITEP, c'est de dire, on fait du travail auprès de l'enfant, mais vous ne pouvez pas nous payer que pour ça. Parce que si on veut que l'enfant aille bien, il faut qu'on prenne soin de son école, il faut qu'on prenne soin de son club de sport, il faut qu'on prenne soin des liens qu'on a les uns avec les autres. Et ça, c'est du temps. Et c'est important que ce temps-là, il soit entendu comme du temps de soins. Et c'est pour ça qu'on se rejoint sur la question, c'est qu'au-delà des diagnostics partagés, qu'on partage tous depuis longtemps, c'est aujourd'hui comment on fait. Et comment on le fait et comment on est reconnu dans ce travail-là. Aujourd'hui, le travail d'un éducateur, en tout cas dans un dispositif ITEP ou dans un dispositif IME, c'est bien sûr d'être aux côtés de l'enfant dans un lien de qualité le plus important, mais c'est aussi d'aller expliquer à l'école comment on va faire pour l'accueillir. La question de l'accueil, c'est comment on les accueille, comment on fait en sorte que l'environnement leur soit profitable. Et s'il leur est profitable à eux, il sera profitable aux autres. Voilà. Et donc, ce travail-là que font tous les jours l'ensemble des collègues, il faut qu'il soit entendu, qu'il soit reconnu, et puis qu'on arrête de jeter l'opprobre et de travailler dans une espèce de clivage où il y aurait les méchantes institutions, parce que c'est devenu un gros mot, l'institution, c'est insupportable, et qui viendrait priver de liberté les patients. Voilà. Donc il y a aussi pour nous à faire du lien, y compris avec les gens qui pensent qu'on est des mauvais objets. Tout le travail de l'air, c'est aussi de convaincre les gens que la transformation de l'offre, c'est aussi nous. Et ça passe aussi par les professionnels dans une expertise partagée entre les usagers, les enfants, leurs parents et les professionnels et l'environnement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des mondes de clivage. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'il faut qu'on arrête. Et notre boulot, c'est de faire du lien. Et c'est pour ça qu'on est plutôt, nous, dans un travail de co-construction avec les pouvoirs publics, de venir leur dire aidez-nous à faire ce que vous dites qu'on doit faire. Voilà. Professeur Swetton. Professeur Swetton, ça résonne pour vous, les propos de Roland Disley? Je voyais acquiescer. Oui, complètement, parce que ça va dans une logique de ne pas mettre une transition prioritaire par rapport à l'autre, mais c'est d'engager ces conversations, c'est le dialogue. Et quelquefois, le principal obstacle, effectivement, il est en soi, et il est dans les mots. C'est pour ça que je tenais à prendre du temps pour savoir, sans enfermer dans une définition, mais pour ouvrir de qu'est-ce qu'on entend par écologie, qu'est-ce qu'on entend par soin, qu'est-ce qu'on entend dans une articulation de termes qui, selon les professions que l'on a, selon les disciplines
d'où l'on vient, selon l'expérience humaine qu'on en a, peuvent renvoyer à des imaginaires, à des émotions, à des choses pas forcément claires ou nettoyées, à des choses qu'on a tendance à mettre sous le tapis et qui en fait sont fondamentales pour se mettre d'accord sur ces fondamentaux. Quelle définition on parle? On l'a vu, chez les philosophes, il y a différentes définitions. En Amérique, ce ne sera pas pareil qu'ici non plus. Il y a des traditions culturelles, des traditions philosophiques. Voilà, donc je ne peux que acquiescer pour engager à cette conversation qui inclut, j'aime beaucoup l'idée du conflit intégrateur en économie sociale et solidaire. Donc le but, ce n'est pas d'être immédiatement d'accord, mais c'est OK qu'on ne soit pas OK, d'être d'accord dans nos désaccords pour arriver à une base commune de ces fondamentaux du soin et ensuite d'avoir d'autres portes d'entrée, comme c'est le cas pour One Health. Il peut y avoir une dimension très réductrice de base, animaux, société, humain, mais on peut avoir une approche plus resserrée, comme c'est le cas en durabilité faible ou forte. Donc merci pour cette conversation. Merci. Professeur Fleury, la base commune, la vulnérabilité? Oui, alors je voulais revenir quand vous avez posé la question de comment on fait pour mettre les uns et les autres dans ce mouvement-là de l'écologie du soin, etc. En fait, on fait un peu tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la logique et les mécanismes de conviction. Bon, donc voilà, ça passe par le plaidoyer, le théorique, etc. Ce qu'on fait. Mais il y a les vieilles logiques de rapport de force qui sont absolument nécessaires. Et ça, c'est tout de suite des logiques que les mouvements sociaux connaissent bien, que les luttes connaissent bien, ces mouvements plus politiques, c'est des atteintes ou pas sur le réputationnel. Voilà, il y a des techniques, il y a des stratégies, si vous voulez, à mettre en place. Il y a effectivement les logiques de preuve, d'évaluation. Donc c'est pour ça que dans nos systèmes, on a considéré qu'il fallait faire preuve scientifique, que ces preuves scientifiques soient celles des SHS ou des sciences entre guillemets dures, evidence-based medicine, etc. Mais que c'était important dans le régime de l'état de droit de faire preuve. Hein, que c'est une chose qui fait socle. On construit la confiance aussi à partir de ça. C'est une logique entre guillemets d'objectivation. Voilà, il y a des logiques de sensibilisation, il y a des logiques juridiques qui vont avec le réputationnel. On sait que c'est des bagarres pour faire que tout d'un coup, ce qui était simplement une norme, on va en faire... Voilà, vous avez vu, hein, je pense à la grande affaire du siècle sur les logiques de préjudice écologique, des choses de constitutionnalité du vivant. Donc on fait tout ça. On fait tout ça en même temps. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être que dans des logiques de conviction. Et puis il y a une dernière grande logique, et peut-être que Marianne en dira quelque chose, qui est la logique de la refonte des modes de financement, qui est d'inventer régulièrement d'autres types de financement, parce qu'on sait que ça passe aussi par cela. Donc, d'où simplement dans ce que je viens de dire, d'où l'obligation de l'interdisciplinarité, puisque c'est comme ça qu'on change un paradigme. Et encore une fois, cette transformation, elle est liée à un combat. Hein, donc, je sais bien que ce qui peut se jouer en plus sur le territoire d'une région, puis sur le territoire national, puis sur le territoire européen, et enfin sur le territoire mondial, on voit très très bien que voilà, tout ne se fait pas d'un seul tenant. Mais je vois aujourd'hui des institutions changer, des territoires se mettre ensemble, former des réseaux de transformation. Et aujourd'hui, avec le fait qu'on peut faire interagir des échelles qui auparavant n'interagissaient pas ensemble, c'est-à-dire qu'une région peut dialoguer avec une autre région qui est à l'autre bout du monde. Ce type de jumelage-là raconte aussi quelque chose pour demain une transformation de paradigme. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. On travaille, nous, sur un programme à la chaire qui s'appelle je dis ça parce que ça renvoie aux hotspots de la biodiversité de l'ONU. On a appelé ça les hotspots de la vulnérabilité, puisqu'on estime que c'est en mettant en réseau ces hotspots de vulnérabilité systémique à l'échelle mondiale qu'on transformera la gouvernance mondiale. Rien de moins. Voilà. Donc, mais comme dirait l'autre, on s'occupe avant de mourir et les journées seront remplies. Donc, Marianne, à toi de nous parler financement peut-être. Merci Cynthia, c'est le côté le plus attractif du truc. En vrai, si vous voulez,
je vais essayer de la faire comme ça, un peu sinueuse. Non, mon idée, si vous voulez, c'est la suivante sur ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le référentiel du décideur public, il est en partie daté. Et que la construction des financements s'assoit sur un référentiel qui est daté. Et donc, cherchez l'erreur, quand vous faites des raisonnements sur des trucs qui n'ont plus cours, vous obtenez des impasses. Aujourd'hui, si vous prenez la question de la santé publique, vous avez le risque simple et le risque complexe. Aujourd'hui, la prévalence du risque complexe est extrêmement forte. Et là, on va refaire l'énumération de tout à l'heure, l'oncologie, le vieillissement et naturellement la santé mentale. Dans un risque complexe en santé, vous ne pouvez pas avoir des disjonctions de financement qui seraient d'un côté, je te finance le soin, et de l'autre côté, je te finance le reste, donc je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Et c'est là que, si vous voulez, nous avons besoin, à la fois dans la tête du décideur public, mais aussi de tous ceux qui contribuent au financement, et je pense en particulier au financement complémentaire, d'imaginer élargir le champ du financement de la santé à la protection sociale et à la prévoyance. Parce qu'on sait très bien en santé mentale que le soin n'a de sens que s'il conduit à la vie. En tout cas, à une vie dont on pense qu'elle mérite d'être vécue. Et donc, il faut en même temps rétablir la santé, mais il faut aussi rétablir la vie sociale. Et pour cela, il faut des financements qui s'entrecroisent et qui peuvent se définir à un niveau extrêmement micro parfois, qui peuvent être celui de l'individu qui va être dans une situation très spécifique et très particulière. C'est possible de faire ça. On sait le faire. On a su le faire dans d'autres domaines. Il faut impérativement que cette réflexion commence à embarquer le champ social, le champ de la protection sociale et de la santé. Et c'est pour ça que les travaux que vous réalisez, ce que vous faites avec le coup de génie du DITEP, qui a permis de transformer une approche normative et institutionnelle en une approche institutionnalisante et mobile, eh bien, est à la clé, au fond, de cette capacité à passer de modes de financement à d'autres modes de financement. Et Cynthia a raison. On peut trouver, au fond, des lignes de fuite par d'autres formes de dialogue de financement. Et aujourd'hui, des partenariats publics-privés, des fonctionnements interrégions globaux permettent effectivement d'imaginer la suite. Mais nous ne trouverons pas la réponse à l'équation des financements en restant coincés dans des référentiels hors d'âge et avec des visions normatives qui sont aujourd'hui contre-productives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On pourrait continuer comme ça encore des heures. On parlera sur les financements. Vous avez parlé des personnes âgées, sur les EHPAD notamment, sur l'entrecroisement des financements. C'est un peu compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est on a un petit 10 minutes, un quart d'heure de questions avec la salle, si c'est possible, voilà, de rallumer. Donc, je vois Cathy. Je vois Barbara. Je vous en prie, est-ce qu'il y a des questions et à qui elles s'adressent? Et j'aimerais bien, si là-haut, il y a une question, là-bas, je vois quelqu'un qui fait signe tout en haut. Et s'il y a une question, j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. À qui s'adresse votre question et que vous dites un petit peu ce que vous faites. Merci beaucoup. Une dame en rouge, là-bas, je crois, au milieu. Voilà, Cathy qui arrive. Et ensuite, là-bas aussi. Merci beaucoup, Barbara. Alors, bonjour. Si vous pouvez vous lever. Ouais. Bonjour. J'ai essayé de vous poser plein de questions par SMS, ça ne marche pas. Ah, bah, écoutez. En tous les cas, moi, j'avais une question pour l'ancienne secrétaire d'État. Je m'entends en écho. Sur sa vision archaïque des choses. J'ai trouvé ce terme un peu, qui m'a fait réfléchir sur ce que j'avais entendu préalablement dans une autre intervention qui disait qu'entre les anciens modèles et les nouveaux modèles, il y avait un compromis à faire entre ces deux. Et je voulais poser cette question parce qu'on parle beaucoup d'écosystème. Moi, l'écosystème, si on prend la définition même, je pourrais l'interpréter autrement aussi en parlant d'économie du système. L'économie du système pour son bon fonctionnement. Et je me demandais où l'archaïsme se situe, du coup. Très bien. Par contre, je n'ai pas entendu. Vous êtes
De quelle structure? Je suis de quelle structure? Mais je veux pas gêner ma directrice. Alors moi, je suis éducateur et je travaille dans l'Oise, dans un ITEP de l'Oise à Longueuil-en-Elle. Voilà. Merci. Merci. Madame Monchamp. Alors on va faire une réponse incognito. Quand je parle d'archaïsme, je parle des référentiels antérieurs, ceux qui ont présidé à l'édification, au fond, des politiques de santé, fondées sur la prévalence du soin, et donc, si vous voulez, et du soin soignant, avec une forme de normativité, de processisation du soin. C'est par exemple toutes les logiques de tarification à l'activité, qui visent à découper le soin en rondelles et à considérer qu'effectivement la chaîne de la valeur, pour utiliser des gros mots, est complètement ramenée au fond à cette vision taylorienne. Je dis souvent en rigolant quand je parle, il y a peut-être que moi que ça fait rire d'ailleurs, mais dans les EHPAD, je dis qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD? C'est un agencement industriel de la réponse à la personne âgée. Or, si vous voulez, pour moi, cette représentation-là d'une approche industrielle, entre guillemets, ou industrialisée de la réponse en santé ou en soins, c'est ce que j'appelle l'archaïsme du modèle. Alors, quand on doit se faire opérer de l'appendicite, ça ne pose pas de problème, on a intérêt à être dans un truc très industrialisé. En revanche, quand on est sur une pathologie complexe qui va bouleverser le cours de la vie, alors là, on voit bien que cette chaîne de la valeur-là, elle ne marche pas parce qu'elle passe sous silence ce que Roland disait tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces temps informels, tous ces temps d'interprétation, tous ces temps de rétroaction, tous ces temps d'analyse, de compréhension et d'articulation de l'écosystème qui ne sont valorisés nulle part. Et quand on ne les valorise pas, on assèche la capacité économique de l'écosystème, pour reprendre votre expression. Dans certains écosystèmes économiques, notamment sur des territoires complexes, on a su réaliser ce petit miracle de l'approche de la transformation du référentiel et de la chaîne de la valeur. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que des financements pouvaient arriver et que des petits miracles économiques arrivent. On trouve ça également dans des économies en développement, où effectivement on est en capacité d'identifier de petits miracles économiques, mais parce que précisément on a laissé la chance en quelque sorte à l'écosystème de trouver sa propre, comment dirais-je, sa propre économie spécifique. C'est ça aussi l'écologie du soin. Merci, Mme Monchamp. Il y a une question là-bas, oui. Présentez-vous. Oui. Bonjour, Alain Sadorge, ITEP Le Genévrier à Nîmes. Donc ma question concerne un petit peu la question de la prévention, et la question est la suivante: est-ce que l'écologie du soin n'est pas conditionnée à notre capacité à considérer donc le soin dans la question de la prévention universelle et non pas primaire, comme c'est le cas aujourd'hui? Professeur Fleury, peut-être? Ou alors, dites-moi. Prévention universelle. Alors, là, je ne vais pas être très douée, parce que prévention universelle, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais donc je ne saurais pas dire. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question. Est-ce qu'il y a... Ah, ça me rassure. Bon, vous pouvez peut-être préciser, juste préciser. Alors, oui, vous pouvez préciser, puisque je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs. C'est pas étonnant qu'on ne maîtrise pas ça, puisqu'on n'en fait pas de prévention universelle. Donc, c'est pas étonnant qu'en France, on soit... Au Canada, ils sont un peu plus avancés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévention beaucoup en France. On est très mauvais en fait. Voilà, donc si vous voulez, on a un budget dédié à la prévention en France qui est encore très très faible. Très faible. Et on a essentiellement une vision de la santé qui est sur l'aigu. Et aujourd'hui, on sait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on doit repenser, c'est-à-dire il ne s'agit pas du tout de dépecer l'aigu et l'urgence, mais il s'agit effectivement d'aller sur la prévention de façon globale, d'aller sur le rétablissement, d'aller sur la prévoyance. Enfin après, il y a tout ça, donc on sait ça. Et pour le coup, ça va être c'est une transformation mentale globale. Donc c'est pour ça que la question, malgré tout, des coûts évités, de cette économie de la prévention, on est obligé de démontrer la viabilité de cela. Donc oui, la question de la prévention, elle est clé, ça c'est sûr. Merci. Bah, écoutez, moi je vous propose de terminer là. Je voulais vous remercier beaucoup
d'avoir répondu présent à l'invitation de l'AIRE.